C'est l'une des sorties qui ont marqué la fin de l'année 2024. Lors d'un entretien télévisé, le président du Niger, le général Abdourahmane Tiani, a listé des opérations de déstabilisation préparées par la France contre les pays du Sahel. Une fois encore, le dirigeant nigérien accuse la France d'outiller et de financer les terroristes qui auraient des bases de repli au Bénin et au Nigeria. Pourquoi, parmi les anciens pays colonisateurs, le nom de la France revient souvent dans des crimes et plans de déstabilisation en Afrique? S'agirait-il tout simplement de coïncidences malheureuses? La France est-elle si innocente? Nous allons consacrer cette série de décryptage aux actes de déstabilisation organisés par la France contre les dirigeants africains qui lui ont dit non. Nous démarrons cette aventure avec la Guinée de Sékou Touré. Déjà en 1960, Ahmed Sékou Touré, le premier président de la Guinée, éventrait un complot contre son régime organisé par les services secrets français avec des complices positionnés au Sénégal et en République de Côte d'Ivoire. Sékou Touré, faut-il le rappeler, est l'auteur de la célèbre phrase « Nous préférons la liberté dans la pauvreté à la richesse dans l'esclavage ». Son pays était le seul en Afrique francophone subsaharienne à dire non au référendum sur le projet de constitution proposé par le général de Gaulle. Il a préféré l'indépendance immédiate au projet de la communauté franco-africaine, une autre forme de la domination de la France sur ses colonies. Depuis, il s'est retrouvé dans le viseur du général de Gaulle et de son conseiller, le très controversé Jacques Foccart. Sékou Touré a échappé à de nombreux attentats, mais nous allons dans ce numéro de décryptage nous limiter au complot de 1960 baptisé l'opération Persil. Le nom de la Guinée à la communauté française proposé par la France a provoqué la colère du général de Gaulle qui s'est senti humilié. En représailles, il ordonne aux fonctionnaires français de quitter le territoire guinéen dans un bref délai. Ces derniers détruisaient au passage tout ce qu'ils ne pouvaient pas emporter. En guise d'avertissement aux autres territoires francophones, les Français se sont retirés de la Guinée sur une période de 2 mois, emportant tout ce qu'ils pouvaient. Ils ont dévissé les ampoules électriques, retiré les plans des canalisations d'égouts de Conakry, la capitale, et même brûlé des médicaments plutôt que de les laisser aux Guinéens, rapporte le Washington Post. Paris a également arrêté de payer les pensions des Guinéens qui avaient combattu aux côtés de la France et tenté en vain de bloquer l'adhésion de la Guinée à l'ONU. Tout ceci n'est que le début de l'acharnement de la France. En 1959, Jacques Foccart, cofondateur de la milice dénommée Service d'action civique SAC, lance l'opération Persil. Il s'agissait de déstabiliser le régime de Sékou Touré qui s'est tourné vers le bloc communiste au lendemain de l'indépendance de la Guinée. L'opération est confiée au service de documentation extérieure et de contre-espionnage français, le SEDEC, spécialement à l'unité parachutiste dénommée 11e Choc. Installé à Dakar, les militaires français se sont attachés les services de certains Guinéens de la diaspora hostile au régime de Touré. Depuis le Sénégal, ils devraient convoyer des armes en Guinée dans le but de fragiliser et renverser, si possible, le régime de Sékou Touré. Dans ses mémoires, Maurice Robert, chef du secteur Afrique au SEDEC, de 1958 à 1968, donne des détails sur le plan. Avec l'aide d'exilés guinéens réfugiés au Sénégal, nous avons aussi organisé des maquis d'opposition dans le Fouta Djallon. L'encadrement était assuré par des experts français en opération clandestine. Nous avons armé et entraîné des opposants guinéens, dont beaucoup étaient des Peuls, pour qu'ils développent un climat d'insécurité en Guinée et, si possible, qu'ils renversent Sékou Touré, a-t-il confié. Mais rien ne s'est passé comme prévu. Le plan de déstabilisation de la Guinée, peaufiné par la France, a fuité. Certains Guinéens résidant au Sénégal ont vendu la mèche à Sékou Touré. Le président guinéen dénonce l'attitude de la France, mais Paris ne réagit pas. C'est le Sénégal, pourtant bon élève de la France à l'époque, qui va porter un coup dur au plan de Foccart. Le 10 mai, une importante cargaison d'armes de guerre est saisie par la police sénégalaise à la frontière avec la Guinée.
Le président sénégalais de l'époque, Mamadou Dia, dans une correspondance adressée à De Gaulle 3 jours plus tard, se plaint du comportement des services secrets français. Bien qu'ami de la France, il ne souhaite pas participer à la déstabilisation de Sékou Touré avec qui il espère une prochaine normalisation des relations. Nous avons toujours suivi avec attention la situation de nos voisins guinéens qui n'est pas sans avoir des répercussions psychologiques et économiques sur le Sénégal et le Soudan. Désapprouvant la voie suivie actuellement par M. Sékou Touré, nous conservons cependant l'espoir de retrouver un jour des liens normaux avec la Guinée et la forme nouvelle de notre communauté n'a fait que développer les fondements de cet espoir, a écrit le président sénégalais. Paris, embarrassé, décide de mettre fin à sa funeste opération. L'opération se déroulait normalement quand Jacques Foccart, prétextant que certains réseaux intérieurs dont il avait conservé le contrôle risquaient d'être neutralisés, prit subitement la décision de fixer une date précise pour le déclenchement de l'insurrection. Or, à cette date qui demeura maintenue, malgré les observations qui lui furent faites, l'acheminement de la majeure partie de l'armement n'avait atteint que les zones frontalières du Sénégal et de la Côte d'Ivoire. Comme c'était à prévoir, l'opération se termina par un échec total, a confié un ancien des services français au journaliste Pierre Péan. C'est la débandade. Le régime de Sékou Touré lance une vaste opération d'arrestation des présumés auteurs et complices du complot. Boubacar Djeli Dieng fut l'un des premiers suspects arrêtés. D'après Souleymane Baldé, l'un des meneurs de l'opération, Dieng a été arrêté dans la localité appelée Mali par la police guinéenne alors qu'il effectuait un transport d'armes. Une partie des armes introduite sur le territoire guinéen a été nuitamment enterrée par les poutistes. D'autres cargaisons ont été ramenées au Sénégal voisin. Certains membres du commando, se croyant démasqués, se sont rendus eux-mêmes. Pendant ce temps, le Français Guy Fagneux était placé en détention en Guinée. Il était accusé d'avoir tenté de soulever les anciens combattants mécontents et les chefs de canton dépossédés de leurs prérogatives coutumières. Ce fut un fiasco. Sur le terrain, l'Ivoirien manipulé par nos services et qui devait mener le jeu avait avisé les Guinéens. Quelques heures après la mise en mouvement des commandos, Sékou Touré pouvait à Radio Conakry dénoncer les menées de la Côte d'Ivoire et de son chef contre la Guinée, écrit l'homme politique français Yves Guéna dans ses mémoires. La France, instigatrice de l'opération Persil, a pourtant nié toute implication tout en prenant le soin d'indiquer que les accusations de Sékou Touré étaient sans fondement. On dément dans les milieux autorisés que des ressortissants français ou ressortissants des États de la communauté a été mêlé à une entreprise caractérisée de subversion en Guinée. On précise que ces allégations de M. Sékou Touré concernant les entreprises des États voisins sont dépourvues de tout fondement, a relayé l'agence France Presse. De son côté, le président ivoirien d'alors, Félix Houphouët-Boigny, a laissé entendre qu'il n'était pas au courant du plan. Il a également dédouané la France et accuse un groupe d'Européens irresponsables. J'appris qu'effectivement, une poignée d'Européens irresponsables de tendance OAS, avec la complicité de certains de nos opposants de la région d'Audienne que M. Sékou Touré connaissait bien, avait tenté cette action insensée dans le seul but de susciter des difficultés entre mon pays et la Guinée. Nous ne tardâmes pas à protester énergiquement à Paris, lequel d'ailleurs ignorait l'action de cette poignée d'éléments OAS, avait déclaré le dirigeant ivoirien. L'opération Persil s'est tout de même poursuivie sous d'autres formes. Les services secrets français ont décidé cette fois-ci de s'attaquer à l'économie guinéenne. Leur idée est de créer une inflation record qui rendra le pays ingouvernable. Pour cela, ils planifient la mise en circulation d'une impressionnante quantité de faux billets guinéens. Après avoir arraché son indépendance, la Guinée a créé sa propre banque centrale et sa monnaie. Elle s'est tournée vers la Tchécoslovaquie pour l'impression des billets de banque. C'est à cette monnaie que la France a décidé de s'attaquer. Mais là aussi, les choses ne se sont pas passées comme prévu. Il se passe ceci d'ahurissant que nos faux billets sont de meilleure qualité que ceux fabriqués par les Tchécoslovaques. Dans le climat saturé d'humidité de Conakry où il tombe 6 mètres d'eau par an, la monnaie imprimée à Prague se détériore, chiffres et dessins
ont tendance à se brouiller et les billets se muent en chiffon de papier, confie Leroy Finville, un agent des services de renseignement français d'alors. Conséquence, les faux billets de la France ont remplacé les vrais, ce qui fait que la masse monétaire est restée à peu près constante. Jusqu'à sa mort en 1984, Sékou Touré n'a cessé de dénoncer de nombreux complots supposés ou réels de la France contre son pays. Et vous? Pensez-vous que la France peut tenter de déstabiliser les pays de l'AES qui ont chassé son armée de leur territoire? Rendez-vous la semaine prochaine dans un nouveau numéro de décryptage consacré aux victimes de la France en Afrique. Bonsoir chez vous.